La timidité n'est pas un trait de caractère, c'est une erreur de gestion. Vous traitez votre attention comme un capital rare, mais vous l'investissez au mauvais endroit, sur vous-même. Chaque seconde passée à vous demander ce que l'on pense de vous est une seconde de dividende perdue pour votre influence. On ne bâtit pas un empire en regardant ses chaussures, on le bâtit en regardant le marché. Si vous voulez sortir de l'ombre et cesser d'être celui que l'on oublie avant même qu'il ait quitté la pièce, écrivez « Je liquide l'ego » en commentaire. Chapitre 1. L'illusion du projecteur central. Le silence n'est jamais gratuit. Il a un coût d'opportunité que la plupart des gens sous-estiment massivement jusqu'à ce qu'ils atteignent la quarantaine avec des regrets en guise de patrimoine. Vous êtes là, dans cette réunion ou à cette table, le cœur qui bat un peu trop vite, la gorge sèche, avec cette idée qui tourne en boucle dans votre esprit, mais qui reste bloquée derrière vos dents parce que vous avez peur de l'impact qu'elle pourrait avoir sur votre image. Vous appelez cela de la prudence ou de la réserve, moi j'appelle cela une faillite émotionnelle. Vous êtes en train de protéger un actif qui n'a aucune valeur, votre confort immédiat au détriment de votre respect à long terme. Je me souviens d'un dîner d'affaires à Genève il y a une vingtaine d'années. J'étais entouré d'hommes qui pesaient des dizaines de millions et moi j'étais le jeune loup qui avait réussi un joli coup mais qui se sentait comme un imposteur. J'ai passé 3 heures à simuler une concentration intense sur mon assiette de homard, de peur de dire une banalité qui aurait brisé l'image de génie froid que j'essayais de projeter. Résultat, personne ne m'a jugé car personne ne m'a remarqué. J'étais invisible. À la fin de la soirée, l'investisseur principal s'est tourné vers mon associé et lui a demandé si j'étais le traducteur ou un stagiaire silencieux. Ce jour-là, j'ai compris que l'ego est un menteur pathologique qui vous fait croire que le monde entier a les yeux rivés sur vos moindres faux pas, alors que la réalité est bien plus brutale. Tout le monde s'en fiche. Les gens sont bien trop occupés à gérer leurs propres insécurités et leur propre flux de trésorerie pour disséquer votre syntaxe ou la couleur de votre cravate. Comme le disait Winston Churchill, vous vous inquiéteriez beaucoup moins de ce que les autres pensent de vous si vous vous rendiez compte à quel point ils le font rarement. La timidité est en réalité la forme la plus pure d'arrogance. C'est croire que votre personne est si centrale, si importante, que le moindre de vos gestes va provoquer un séisme social. C'est une déformation de la réalité qui vous maintient dans une posture de défense permanente, comme un trader qui refuserait de placer le moindre ordre par peur d'une fluctuation de 1%. Mais dans le monde réel, celui de l'argent et du pouvoir, l'absence de mouvement est la seule garantie de perte. Vous pensez que l'anxiété sociale est un bouclier, mais c'est une cage dont vous tenez les barreaux. Le respect ne se demande pas, il s'impose par la présence, et la présence exige que vous cessiez de vous regarder le nombril pour enfin regarder l'objectif. J'ai vu des hommes brillants rester au bas de l'échelle parce qu'ils n'osaient pas interrompre une conversation pour apporter une solution. Et j'ai vu des médiocres grimper au sommet simplement parce qu'ils occupaient l'espace sonore avec une assurance sans faille. Le marché ne récompense pas la justesse silencieuse, il récompense la clarté exécutée. Pour briser cette anxiété, il faut d'abord accepter de liquider cette image idéale de vous-même que vous essayez désespérément de protéger. Vous avez peur de paraître bête? Soyez-le. Vous avez peur de bégayer? Bégayez, mais faites-le en avançant. La fluidité vient de la friction, pas de l'évitement. Chaque fois que vous reculez devant une interaction sociale, vous payez une taxe d'invisibilité, et cette taxe finit par consumer tout votre potentiel. La discipline commence ici, dans cette capacité à forcer votre mécanisme biologique à accepter le risque du jugement. C'est une question de standard. Si votre standard est d'être aimé par tout le monde, vous finirez transparent. Si votre standard est d'être respecté pour votre efficacité, vous devrez accepter que votre voix dérange parfois le silence confortable des autres. On ne gagne pas une guerre en restant dans les tranchées par peur de salir son uniforme, disait Napoléon. La vie sociale est une extension de la guerre économique. C'est une lutte pour l'attention et la crédibilité. Si vous ne prenez pas votre place, quelqu'un de moins compétent que vous se fera une joie de l'occuper. L'anxiété n'est qu'un signal de votre système nerveux qui vous indique que vous êtes hors de votre zone de confort, c'est-à-dire là où la croissance se produit. Au lieu de voir ce pic de cortisol comme une menace, apprenez à le voir comme le carburant nécessaire à votre vélocité. J'ai appris avec le temps que les gens que nous admirons pour leur calme et leur charisme ne sont pas nés sans peur. Ils ont simplement compris que la peur est une information sans importance. Ils l'ont intégrée dans leur structure de coût. Ils savent que le respect qu'ils aspirent est directement proportionnel à la quantité d'inconfort qu'ils sont capables de tolérer sans s'y lier. Regardez autour de vous, les actifs les plus précieux ne sont pas cachés dans des coffres, ils sont exposés, utilisés, mis en circulation. Il en va de même pour vous. Si vous restez dans votre coin à attendre le moment parfait pour briller, vous allez simplement finir par prendre la poussière. Le moment parfait est une invention de l'ego pour justifier l'inaction. La vérité est que le respect commence au moment précis où vous décidez que votre message ou votre objectif est plus important que votre petite personne. Quand vous basculez de l'obsession à soi à l'obsession du résultat, la timidité s'évapore parce qu'elle n'a plus de support sur lequel s'accrocher. C'est une transition mécanique, presque mathématique. Moins d'ego, plus d'exécution. Plus d'exécution, plus de résultats. Plus de résultats, plus de respect. C'est un cycle vertueux qui ne demande qu'une seule chose pour démarrer, que vous acceptiez d'être imparfait en public.
Arrêtez de chercher des techniques de communication sophistiquées ou de secrets de langage corporel. Le corps suit l'esprit. Si votre esprit est focalisé sur la valeur que vous pouvez extraire ou apporter à une situation, votre corps adoptera naturellement une posture de prédateur social plutôt que celle d'une proie. La proie s'inquiète de l'environnement, le prédateur s'inquiète de sa cible. Changez de cible, cessez d'iser votre sécurité émotionnelle et commencez à iser votre territoire. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment transformer cette pression interne en une force de frappe qui obligera les autres à se ranger à votre avis sans que vous ayez besoin de lever la voix. Mais pour l'instant, restez avec cette idée. Chaque fois que vous vous taisez par peur, vous transmettez un message clair au monde « Je ne vaux pas l'investissement de votre attention ». Et le monde, croyez-moi, vous croira sur parole. Chapitre 2. L'architecture du silence dominant. On reconnaît un homme qui a peur à la vitesse à laquelle il essaie de boucher les trous dans une conversation. Observez attentivement la prochaine fois que vous serez dans un ascenseur ou dans une salle d'attente. Dès que le silence s'installe, l'anxieux se sent investi d'une mission de sauvetage. Il lance une banalité sur la météo. Il vérifie son téléphone de manière compulsive. Il rit nerveusement, sans raison. Ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'en agissant ainsi, il signale au monde entier que son confort émotionnel dépend de l'approbation immédiate de son environnement. Il avoue une faiblesse structurelle. Je me rappelle une négociation pour le rachat d'une société de logistique en 2012. J'étais face à un fondateur qui avait bâti son empire à la sueur de son front, mais qui, face à l'ampleur du chèque que je lui proposais, avait perdu tous ses moyens. Il parlait sans s'arrêter, m'expliquant chaque détail technique, chaque réussite mineure, chaque petite victoire de ses employés. Il avait peur que mon silence signifie un désintérêt ou une baisse de prix. Plus il parlait, plus il me donnait d'informations sur ses insécurités et plus je comprenais que je pouvais réduire mon offre de 15% sans qu'il ose protester. Son besoin de combler le vide m'a coûté 3 millions d'euros de moins de prévu. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que celui qui maîtrise le silence maîtrise la dynamique de pouvoir. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence condensée. C'est un mur porteur sur lequel les autres viennent s'écraser. Lorsque vous vous autorisez à rester silencieux, après avoir posé une question ou après qu'on vous ait adressé une remarque, vous déplacez le poids de l'interaction sur l'autre. Vous l'obligez à se justifier, à s'étendre, à s'exposer. C'est exactement ce que font les prédateurs de haut niveau en finance ou en politique. Ils ne cherchent pas à plaire, ils cherchent à évaluer. Votre timidité vous pousse à vouloir être gentil ou agréable, mais la gentillesse dans ce contexte n'est qu'un masque pour votre manque de courage social. Le respect n'est pas le fruit d'une accumulation de bons points, c'est le résultat d'une perception de valeur. Comme le disait John D. Rockefeller, dans les affaires, le silence est l'une des armes les plus efficaces. Mais pour utiliser cette arme, vous devez d'abord régler votre problème interne de flux de trésorerie émotionnelle. Vous craignez que si vous ne dites rien, les gens pensent que vous êtes ennuyeux ou stupide. C'est encore votre ego qui vous raconte des histoires pour vous maintenir dans la zone de sécurité du bruit. La réalité est que les gens projettent souvent une forme de profondeur ou de mystère sur celui qui sait se taire. Le silence est un miroir où les autres voient leur propre reflet, et s'ils sont eux-mêmes anxieux, ils s'agiteront encore plus devant votre calme. C'est là que vous gagnez. Votre capacité à tolérer le silence sans sourciller est un indicateur de statut bien plus puissant que n'importe quelle montre de luxe ou n'importe quel diplôme. C'est la preuve physique que vous n'avez rien à prouver. Vous devez traiter vos mots comme des investissements sélectifs. Chaque phrase que vous prononcez doit avoir un rendement attendu. Si elle ne sert qu'à évacuer votre tension nerveuse, c'est une perte sèche. On ne bâtit pas une réputation de leader sur des fondations de bavardages inutiles. La structure de votre communication doit être dépouillée de tout ce qui ressemble à une excuse ou à une recherche de validation. Si vous observez les hommes qui commandent le respect dès qu'ils entrent dans une pièce, vous remarquerez qu'ils bougent moins et qu'ils parlent plus vite que les autres. Leur économie de mouvement reflète leur économie de pensée. Ils ont éliminé la friction. Votre timidité est une friction constante. C'est comme essayer de conduire une Ferrari avec le frein à main serré. Vous faites beaucoup de bruit, vous consommez énormément d'énergie, mais vous n'avancez pas. Le passage à la maîtrise consiste à lâcher ce frein, non pas en accélérant davantage, mais en acceptant que le vide n'est pas un ennemi. Dans ma reconstruction, après ma première grosse faillite, j'ai dû réapprendre à m'asseoir dans des pièces remplies de gens plus riches que moi, sans ressentir le besoin de justifier ma présence par des anecdotes sur mon passé glorieux. J'ai dû apprendre à être celui qui écoute, non pas par passivité, mais par stratégie. J'ai découvert que l'on obtient beaucoup plus d'informations et de pouvoir en laissant les autres s'épuiser verbalement. C'est une question de gestion des ressources. Votre énergie mentale est limitée. Si vous la dépensez à essayer de gérer l'image que les autres ont de vous seconde après seconde, vous n'aurez plus rien pour l'exécution de vos projets. La timidité est une fuite de capitaux vers l'extérieur. La discipline est le rapatriement de ces capitaux vers vos objectifs propres.
Vous devez développer ce que j'appelle le regard d'investisseur social. Évaluer chaque situation en vous demandant quel est le coût réel de votre intervention. Parfois, la meilleure transaction est celle que l'on ne fait pas. Parfois, le meilleur mot est celui que l'on garde pour soi. Le silence crée une tension et la tension crée une hiérarchie. Si vous êtes celui qui peut supporter la tension le plus longtemps, vous finissez naturellement au sommet de la hiérarchie. C'est une loi de la psychologie humaine aussi immuable que la loi de l'offre et de la demande. On ne peut pas feindre cette solidité, on doit la construire en s'exposant volontairement à des moments d'inconfort silencieux, 1% chaque jour. Commencez par de petites choses. Ne répondez pas immédiatement quand on vous envoie un message. Ne riez pas aux blagues qui ne sont pas drôles juste pour être poli. Ne vous sentez pas obligé de dire « ça va » quand quelqu'un vous croise dans le couloir si vous n'avez pas envie de parler. Reprenez le contrôle de votre espace verbal. Le respect commence là où le besoin d'approbation s'arrête. Vous n'avez pas besoin d'être charismatique au sens hollywoodien du terme, vous avez besoin d'être coûteux. Les gens font attention à ce qui coûte cher. Si votre parole est rare et votre réaction difficile à obtenir, votre valeur perçue grimpe mécaniquement. À l'inverse, si vous êtes toujours disponible, toujours prêt à plaisanter, toujours à la recherche d'un sujet de conversation pour éviter le malaise, vous êtes une denrée abondante et donc sans valeur. Le monde est une place de marché brutale, qui ajuste ses prix en fonction de la rareté. Devenez une ressource rare. Apprenez à habiter votre propre corps sans demander la permission. Le silence n'est pas une armure pour se cacher, c'est un piédestal pour se tenir debout. En cessant de fuir le vide, vous découvrirez une clarté mentale que vous n'auriez jamais cru possible. Vous verrez les fils invisibles qui tirent les autres, leurs peurs, leurs besoins, leurs failles. Et au lieu d'être la marionnette qui danse pour plaire au public, vous deviendrez celui qui observe le spectacle avec une distance souveraine. C'est cette distance qui crée l'aura de mystère et d'autorité que vous enviez chez les autres. Ils ne possèdent pas un secret magique, ils possèdent simplement leur propre silence. C'est une compétence qui s'acquiert par la répétition et la rigueur, comme n'importe quel investissement à long terme. Mais soyez prévenus, une fois que vous aurez goûté au pouvoir du silence maîtrisé, vous ne pourrez plus jamais revenir à la cacophonie de votre ancienne vie. Vous réaliserez que la plupart des conversations ne sont que des bruits parasites qui vous empêchent d'entendre les opportunités réelles. Le respect que vous cherchez ne se trouve pas dans les applaudissements des autres, mais dans le calme que vous maintenez quand tout le monde s'agite. C'est une fondation solide, inébranlable sur laquelle nous allons maintenant construire votre nouvelle identité publique, une identité basée sur une réalité que personne ne pourra vous retirer. Dans l'étape suivante, nous allons examiner comment habiller ce silence d'une compétence si tranchante qu'elle rendra toute anxiété sociale totalement hors de propos. Car le silence sans substance n'est que de la vacuité, mais le silence couplé à la compétence est une force irrésistible. Seriez-vous prêt à laisser les autres se perdre dans leurs explications pendant que vous préparez votre prochain mouvement ? Chapitre 3. La souveraineté de l'expertise. L'obsession de plaire est une erreur de débutant qui cherche à compenser un manque de capital technique par une surabondance de politesse. J'ai passé une grande partie de ma trentaine à essayer d'être l'homme le plus sympathique de la pièce, celui qui avait toujours le bon mot, celui qui arrondissait les angles pour ne froisser personne. Tout ça pour me rendre compte que mon influence réelle était inversement proportionnelle à mes efforts de séduction. Le respect ne s'achète pas avec des sourires forcés ou une ponctualité servile. Il s'extrait par la force tranquille de celui qui possède une réponse là où les autres n'ont que des questions. La timidité se nourrit du vide. Elle s'engouffre dans les brèches de votre propre incompétence. Si vous vous sentez petit dans une assemblée, c'est souvent parce que vous n'avez pas encore bâti la forteresse intérieure que seule une maîtrise obsessionnelle peut offrir. Prenez l'exemple d'un chirurgien de renommée mondiale ou d'un ingénieur spécialisé dans la cybersécurité de haut vol. Ces hommes peuvent être bizarres, froids, voire socialement maladroits, mais personne ne les ignore. Pourquoi ? Parce que leur utilité marginale est si élevée qu'ils sont devenus la norme autour de laquelle les autres gravitent. Ils ne s'adaptent pas au monde, c'est le monde qui ajuste ses fréquences pour capter leur signal. Comme le disait Henry Ford, vous ne pouvez pas bâtir une réputation sur ce que vous allez faire, mais uniquement sur ce que vous avez déjà exécuté avec précision. Votre anxiété sociale est, en grande partie, le symptôme d'une identité qui n'est pas encore ancrée dans des résultats tangibles. Quand vous n'avez rien à offrir de concret, votre seule monnaie d'échange est votre personnalité. Et c'est là que le stress commence, car la personnalité est une valeur fluctuante, soumise au jugement arbitraire des autres. A l'inverse, une compétence rare est une valeur refuge, un actif décorrélé des humeurs de votre auditoire. J'ai connu un investisseur à Londres, un homme d'une discrétion presque maladive qui bégayait légèrement dès qu'il devait commander un café. Mais dès qu'il s'asseyait devant un terminal Bloomberg pour analyser une structure de dette complexe, son aura changeait. Les loups de la City se taisaient pour l'écouter, non pas parce qu'il avait du charisme au sens où les magazines l'entendent, mais parce qu'il était le seul à détenir la vérité mathématique du dossier. Sa compétence était son armure. Il n'avait plus besoin de gérer son image, car ses résultats parlaient un langage que personne ne pouvait contester.
C'est la transition que vous devez opérer, passer de la recherche de l'être à la dictature du faire. La discipline que vous imposez à votre travail quotidien, ce fameux 1% de progression constante, finit par créer une densité atomique en vous. Vous devenez plus lourd, plus difficile à déplacer. La timidité est une forme de légèreté, une volatilité de l'esprit qui s'envole au moindre courant d'air social. L'expertise, elle, vous ancre dans le sol. Marcus Aurèle écrivait que le travail d'un homme est sa propre vie. Si votre travail est médiocre ou flou, votre présence sociale le sera aussi. On ne guérit pas la peur des autres en faisant des exercices de respiration dans un miroir, on la tue en devenant redoutable dans son domaine. Le marché n'a pas d'empathie, il n'a que des besoins. Si vous devenez la solution à un problème coûteux, votre bégaiement deviendra une signature et votre réserve sera perçue comme de la profondeur. C'est le privilège de ceux qui délivrent de la valeur réelle, ils n'ont plus besoin de faire de la figuration. Dans ma propre reconstruction, après avoir tout perdu, j'ai dû repartir de zéro, sans le prestige de mon nom ou de mon ancien réseau. J'ai dû redevenir un technicien, un étudiant de la structure des prix, un analyste froid du risque. Ce retour à la compétence brute a été mon salut. J'ai réalisé que mon ego me faisait craindre le regard des autres parce que je n'avais plus de résultats frais à lui donner à manger. Une fois que j'ai recommencé à générer du cash flow et à maîtriser des actifs complexes, mon anxiété a disparu. Elle n'a pas été vaincue par une thérapie, elle a été remplacée par une certitude fonctionnelle. Vous devez investir dans vos standards de production comme si votre vie en dépendait, car c'est le cas. Si vous entrez dans une pièce en sachant que vous êtes le plus préparé, le plus compétent ou le plus lucide sur le sujet traité, votre corps n'aura plus besoin d'activer le mode survie. La peur est une information qui vous dit que vous êtes vulnérable. Réduisez votre vulnérabilité par la connaissance et l'exécution, et la peur n'aura plus d'espace pour respirer. Le monde est une machine à trier. Il met les bavards dans des boîtes et les exécutants sur des piédestaux. Choisissez votre boîte. Le calme que vous recherchez ne se trouve pas dans l'absence de conflit, mais dans la possession de l'arme qui permet de le clore. Cette arme, c'est votre capacité à produire des résultats là où les autres ne font que produire des excuses. Ne cherchez plus à être intéressant, cherchez à être nécessaire. L'intérêt est une mode qui passe, la nécessité est une structure qui dure. En développant cette souveraineté de l'expertise, vous allez remarquer un changement subtil mais radical dans la façon dont on vous traite. Les interruptions cesseront. Les regards se feront plus attentifs. On ne vous demandera plus de vous justifier, on vous demandera votre avis. Et c'est là que la véritable influence commence. Pas dans le bruit, pas dans la parade, mais dans l'autorité naturelle de celui qui sait exactement de quoi il parle. Cette autorité est silencieuse, elle n'a pas besoin de hausser le ton pour être entendue. Elle est comme un actif de premier ordre, elle n'a pas besoin de publicité pour conserver sa valeur. Mais cette transformation exige une rigueur que peu sont prêts à endurer. Elle demande de sacrifier la gratification immédiate de la vie sociale superficielle pour la construction lente et souvent solitaire d'une compétence d'élite. C'est le prix de la liberté. La plupart des timides préfèrent rester dans leur malaise car il leur sert d'alibi pour ne pas affronter la dureté de l'excellence. Si vous restez caché, vous n'échouez jamais vraiment. Mais si vous sortez du bois avec la prétention de savoir, vous vous exposez à la vérification du marché. C'est précisément cette exposition que nous allons rechercher, car c'est le seul terrain où le respect se forge. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a que la répétition, la friction et l'accumulation de preuves de votre propre valeur. Le jour où vous vous rendrez compte que votre compétence est devenue votre identité principale, vous regarderez votre ancienne timidité comme on regarde un vieux vêtement trop petit, avec une indifférence amusée. Vous n'aurez plus peur de l'ombre, car vous aurez appris à générer votre propre lumière par l'effort dirigé. Mais attention, la compétence n'est que la moitié du chemin. Elle est la base, le socle, mais elle doit être servie par une psychologie qui refuse de se laisser parasiter par les vieux réflexes de soumission. C'est ce que nous allons disséquer maintenant en plongeant dans les mécanismes de la perception de statut et la manière dont votre physiologie trahit vos intentions avant même que vous n'ayez ouvert la bouche. Car avoir la connaissance est une chose, mais avoir la stature pour l'imposer en est une autre, et c'est ici que la plupart des experts échouent à devenir des leaders. Chapitre 4. La monétisation de la présence. L'un des plus grands mensonges que l'on vous a injecté est que votre valeur sociale est une question de charisme inné, une sorte de fluide magique que certains possèdent et d'autres non. C'est une vision de romantique, et le romantisme est le poison de l'exécution. Dans la réalité froide des chiffres et des actifs, la présence est une monnaie. Elle s'imprime, elle se dévalue, ou elle prend de la valeur selon la gestion que vous en faites. J'ai vu des hommes dotés d'un intellect hors du commun rester les éternels seconds couteaux, les techniciens de l'ombre que l'on sollicite pour régler les problèmes complexes, mais que l'on oublie d'inviter à la table où se partagent les dividendes. Pourquoi ? Parce qu'ils souffrent d'une inflation de discrétion. Ils sont tellement effacés qu'ils finissent par disparaître du bilan comptable de l'influence. Pour l'investisseur que je suis, une présence qui ne produit pas d'impact est un actif dormant qui coûte de l'argent en frais de stockage. Votre timidité est une thésaurisation inutile de votre potentiel.
Comme le disait Benjamin Franklin, le temps, c'est de l'argent. Mais j'ajouterais que l'attention des autres est le multiplicateur de ce capital. La présence ne consiste pas à faire du bruit ou à gesticuler pour attirer les regards. Cela, c'est le marketing des pauvres, le cri de celui qui a peur de ne pas exister. La présence réelle, celle qui se monétise en respect et en opportunité, est une question de densité. Je me souviens d'une rencontre avec un banquier privé à Singapour, un homme qui gérait des fortunes dynastiques. Il ne parlait pas plus que nécessaire, mais chaque fois qu'il entrait dans une pièce, le centre de gravité se déplaçait vers lui. Ce n'était pas sa montre ou son costume qui faisait le travail, c'était sa capacité à incarner une certitude inébranlable. Il dégageait une forme de poids psychologique. La timidité, à l'inverse, est une forme de légèreté vaporeuse. On sent que vous pourriez vous envoler ou vous excuser de respirer à tout moment. Pour changer cela, vous devez cesser de voir les interactions sociales comme des moments de danger et commencer à les voir comme des transactions de valeur. Chaque fois que vous entrez dans un bureau, un restaurant ou une salle de conférence, demandez-vous « Quel est mon cours actuel sur le marché de l'attention ?» Si vous entrez en rasant les murs, votre valeur chute instantanément. Si vous entrez avec la conscience aiguë de ce que vous apportez, vous fixez votre prix. Le respect est un prix psychologique que les autres acceptent de payer pour accéder à votre univers. Si vous vous bradez en étant fuyant ou trop conciliant, ne vous étonnez pas que l'on vous traite comme une commodité interchangeable. Un actif de luxe ne cherche pas à plaire à tout le monde, il impose ses conditions. Votre timidité est une erreur de pricing. Vous avez fixé votre valeur au niveau de votre peur, alors que vous devriez la fixer au niveau de votre expertise et de vos standards. 1% de fermeté supplémentaire dans votre regard, 1% de lenteur en plus dans votre démarche, et vous verrez les autres s'ajuster à votre nouvelle cotation. Le monde des affaires est une immense pièce de théâtre, où chacun essaie de deviner la force de l'autre. Si vous ne projetez aucune force, on partira du principe que vous n'en avez pas. C'est brutal, mais c'est l'économie réelle. Durant ma reconstruction, j'ai dû apprendre à jouer la présence avant même de la ressentir. Ce n'était pas du mensonge, c'était de la discipline. Je me forçais à maintenir le contact visuel une seconde de plus que ce qui me semblait confortable. Je me forçais à ne pas sourire pour combler un silence. Ces micro-investissements dans ma posture ont fini par payer des dividendes massifs. Les gens ont commencé à supposer que j'avais des cartes en main que je ne montrais pas. Le mystère est un levier de négociation puissant. La timidité vous pousse à vouloir tout expliquer, tout justifier pour être sûr d'être compris. La maîtrise vous pousse à laisser les autres spéculer sur votre profondeur. Comme l'écrivait Balthazar Gracian, il faut garder les gens dans l'incertitude et ne jamais laisser voir toute l'étendue de sa capacité. Votre présence doit devenir un filtre. Elle doit attirer les opportunités sérieuses et repousser les parasites. Les timides attirent souvent les prédateurs ou les manipulateurs, car leur attitude signale une absence de défense. En redressant votre stature mentale, vous changez votre écosystème. Vous n'êtes plus la proie qui espère ne pas être vue, vous devenez l'entité souveraine qui observe. Cela demande d'accepter le conflit potentiel. La plupart des timides évitent de s'imposer par peur de la friction. Mais la friction est nécessaire à la production de chaleur et d'énergie. Un pneu qui n'a pas de friction n'avance pas, il patine. Votre vie sociale patine parce que vous refusez la friction du regard, la friction de l'opinion divergente, la friction de l'affirmation de soi. Apprenez à aimer cette légère tension. C'est le signe que vous êtes en train de laisser une empreinte sur la réalité. L'argent suit l'attention. Regardez les flux financiers mondiaux, ils se dirigent vers les pôles de certitude. Si vous êtes une source de doute et d'hésitation, le capital, qu'il soit financier ou humain, fuira loin de vous. La timidité est une fuite de capital. Chaque fois que vous baissez les yeux, vous perdez des points de confiance. Chaque fois que vous parlez trop vite pour en finir, vous dépréciez votre message. La monétisation de votre présence passe par un ralentissement délibéré de votre flux de sortie. Soyez avare de vos gestes inutiles. Soyez sélectif dans vos engagements. Un homme qui est rare est un homme qui est cher. C'est une loi immuable. J'ai vu des consultants médiocres facturer des fortunes simplement parce qu'ils possédaient cette aura d'autorité qui rassure les clients anxieux. La compétence est le produit, mais la présence est le packaging. Et dans un marché saturé, le packaging décide du prix final. Pour passer de l'ombre à la lumière sans brûler vos ailes dans l'arrogance, vous devez cultiver ce que j'appelle le calme tranchant. C'est la présence qui n'agresse pas, mais qui ne recule pas devant rien. C'est la posture de celui qui sait exactement ce qu'il vaut et qui n'a pas besoin de le crier pour que cela soit vrai. Cette certitude interne se propage à l'extérieur comme une onde de choc silencieuse. Elle impose un silence respectueux autour de vous. C'est l'actif le plus précieux que vous puissiez construire dans votre carrière. Une fois que vous maîtrisez cette monétisation de vous-même, vous ne cherchez plus de travail, vous ne cherchez plus de clients, vous ne cherchez plus d'amis. Vous devenez le centre d'un réseau de force qui converge vers vous. Mais cette solidité physique et sociale n'est que l'enveloppe. Elle doit être habitée par une gestion interne rigoureuse, un contrôle de vos réactions qui empêche la machine de s'emballer. C'est là que le thermostat émotionnel entre en jeu. Car avoir une présence forte sans contrôle interne est dangereux. C'est comme avoir un moteur de Ferrari dans un châssis en plastique. Vous devez être capable de supporter la pression que votre propre présence va générer chez les autres.
Car ne vous y trompez pas, quand vous commencerez à prendre de la place, vous dérangerez ceux qui s'étaient habitués à votre effacement. Vous devrez alors rester de marbre face à leur tentative de vous ramener dans votre ancienne boîte. C'est la phase de test. Si vous tenez, vous gagnez. Si vous flanchez, vous confirmez leur mépris. Nous allons maintenant voir comment forger ce thermostat pour que votre nouvelle présence ne soit pas un costume que vous portez, mais une réalité biologique inattaquable. Chapitre 5. La gestion du territoire physique. La plupart des gens marchent dans la rue comme s'ils s'excusaient d'occuper un volume d'air. Les épaules rentrées, le regard fuyant, les mains enfoncées dans les poches comme pour cacher leur propre inutilité. C'est une posture de liquidation. Vous signalez au marché que votre valeur est au plus bas. Je me souviens d'un associé, un génie des mathématiques financières, qui perdait tous ses moyens en public. Il s'asseyait toujours sur le bord de sa chaise, les jambes croisées de manière serrée, ses mains torturant un stylo. Malgré son intelligence, les investisseurs ne lui faisaient pas confiance. Ils ne voyaient pas ses algorithmes, ils voyaient un homme qui avait peur de son propre poids. La physiologie est un signal honnête, car il est difficile à truquer sur la durée. Comme l'observait Charles Darwin, l'expression des émotions est un vestige de notre survie. Celui qui s'écrase se prépare à la fuite, celui qui s'exprime se prépare à la conquête. Le respect n'est pas une abstraction intellectuelle, c'est une réponse biologique à une présence physique imposante. Imposante ne veut pas dire bruyante ou agressive. L'agressivité est souvent la preuve d'une insécurité qui déborde. La véritable puissance est calme, stable, et surtout, elle occupe l'espace sans effort. Regardez la structure de votre propre corps quand vous entrez dans une pièce inconnue. Est-ce que vous cherchez immédiatement un coin pour vous fondre dans le décor, ou est-ce que vous vous installez au centre du flux ? La timidité vous dicte de rester sur les bords, là où le risque de collision sociale est minimal. Mais les opportunités, tout comme le courant d'une rivière, se trouvent au milieu. Vous devez apprendre à habiter votre squelette avec une forme de nonchalance autoritaire. Cela commence par des détails techniques, la lenteur de vos mouvements. La vélocité de l'exécution dans le travail est une vertu, mais la précipitation dans le mouvement physique est un aveu de nervosité. Un homme souverain bouge avec une économie de gestes qui suggère qu'il est le maître du temps. Quand vous tournez la tête, faites-le lentement. Quand vous parlez, ne craignez pas les pauses. La précipitation est la monnaie de celui qui a peur de perdre l'attention de l'autre. Le calme est la monnaie de celui qui sait que son attention est le prix à gagner. Dans ma phase de reconstruction, après avoir connu la honte de la faillite, j'ai dû me forcer à garder la tête haute alors que tout mon être voulait raser les murs. J'ai compris que si je me comportais comme un homme vaincu, le monde me traiterait comme tel et les opportunités de rebond disparaîtraient. J'ai appliqué une discipline de fer avant même d'avoir 1 centime sur mon compte bancaire. Je me tenais droit, non pas par orgueil, mais par stratégie d'investissement. Je voulais que mon corps mente à mon cerveau jusqu'à ce que mon cerveau finisse par croire à ma propre solidité. C'est une question de feedback hormonal. En ouvrant votre cage thoracique, en redressant votre colonne, vous réduisez mécaniquement votre taux de cortisol et vous augmentez votre testostérone. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie appliquée. 1% de correction posturale par jour et en quelques mois, votre rapport au monde change radicalement. Le territoire ne se limite pas à votre peau, il s'étend à la zone d'influence que vous projetez autour de vous. Les timides ont une zone d'influence poreuse, ils laissent les autres empiéter sur leur espace personnel sans réagir. Ils se poussent pour laisser passer, ils s'excusent quand on les bouscule. C'est une erreur de gestion de périmètre. Apprenez à maintenir votre trajectoire, pas par impolitesse, mais par intégrité. Si vous ne respectez pas vos propres frontières physiques, pourquoi le marché respecterait-il vos frontières contractuelles ? La discipline de l'espace est le reflet de la discipline de l'esprit. Un homme qui sait où il va physiquement donne l'impression de savoir où il va stratégiquement. Aristote disait que nous sommes ce que nous répétons sans cesse. Si vous répétez la soumission physique, vous devenez un sujet. Si vous répétez la stabilité, vous devenez un point d'ancrage. Cette stabilité physique crée un vide que les autres se sentent obligés de combler. C'est un levier de négociation invisible. Lorsque vous restez immobile alors que votre interlocuteur s'agite, vous devenez le cadre de référence. C'est lui qui doit s'ajuster à vous. J'ai souvent utilisé cette technique dans des conseils d'administration tendus. Je ne disais rien, je ne bougeais pas, je maintenais simplement une posture d'ouverture calme. Invariablement, les membres les plus anxieux finissaient par se trahir ou par proposer des concessions simplement pour rompre la pression de mon immobilité. Votre corps est un outil de travail au même titre que votre ordinateur ou votre compte de trading. Si vous le laissez s'avachir, vous laissez votre capital d'influence se déprécier. L'anxiété sociale s'évapore lorsque le corps prend le dessus sur les pensées parasites. Il est difficile de se sentir timide quand on occupe physiquement la place d'un leader. Le cerveau finit toujours par s'aligner sur la réalité physique qu'on lui impose. C'est une forme de structure qui précède la clarté. Ne cherchez pas à ressentir de la confiance pour enfin vous tenir droit. Tenez-vous droit et attendez que la confiance arrive. Elle viendra, car elle n'aura pas d'autre choix.
Les gens n'écoutent pas ce que vous dites, ils lisent ce que vous êtes. Et ce que vous êtes commence par la manière dont vous posez vos pieds sur le sol. Cette maîtrise de l'espace prépare le terrain pour une arme encore plus précise, une arme qui transforme votre simple présence en un avantage stratégique définitif. Car une fois que vous avez sécurisé votre territoire physique, vous devez apprendre à sécuriser votre territoire mental face aux tentatives de déstabilisation extérieure. C'est là que nous allons entrer dans la mécanique du contrôle émotionnel sous pression, là où les enjeux sont les plus élevés et où le moindre tremblement de voix peut vous coûter une fortune. Êtes-vous prêt à devenir l'œil du cyclone alors que tout s'agite autour de vous ? Chapitre 3. Les relations sacrifiées sur l'autel de la réussite. Personne ne vous prévient de ce moment. Vous avez travaillé dur, vous avancez, les résultats commencent à apparaître, et puis progressivement, vous regardez autour de vous et vous réalisez que le cercle s'est vidé. Pas brutalement, pas après une dispute. Simplement, les gens sont partis. Ou plutôt, vous êtes partis sans bouger. C'est l'une des réalités les plus douloureuses et les moins discutées de l'ascension. Non pas parce qu'elle est rare, parce qu'elle est universelle chez ceux qui vont vraiment loin. Et parce qu'admettre qu'on a perdu des gens en chemin, c'est admettre qu'on a fait des choix dont on ne se souvient même pas avoir pris conscience. Hill parle de la valeur de l'entourage. Il insiste sur l'alliance des esprits, ce concept qu'il appelle le mastermind, l'idée que s'entourer de personnes alignées avec votre vision décuple votre puissance. C'est juste. Mais Hill ne dit pas ce qui arrive aux autres, ceux qui n'entrent pas dans cette catégorie, ceux qui vous aimaient avant que vous ayez une vision. Votre meilleur ami d'enfance qui ne comprend pas pourquoi vous ne répondez plus aux messages. Votre frère qui commence à sentir qu'il vous dérange quand il appelle. Votre compagne ou votre compagnon qui dort à côté d'un corps dont l'esprit est ailleurs depuis des mois. Ces gens-là n'ont pas de chapitre dans « Réfléchissez et devenez riche ». Pourtant, ce sont eux qui racontent la vérité la plus nette sur ce que vous devenez. Voici ce qui se passe concrètement. Quand un individu entre dans une phase d'accélération intense, sa fenêtre d'attention se rétrécit. C'est mécanique, pas moral. Le cerveau, sous pression de performance, alloue ses ressources à ce qui est urgent et stratégique. Les conversations sans enjeu deviennent fatigantes. Les problèmes des autres semblent petits face aux vôtres. L'empathie ne disparaît pas, elle se met en veille. Et pendant ce temps, les gens autour de vous continuent d'exister, d'avoir besoin, de souffrir parfois. Mais vous n'êtes plus vraiment là pour le voir. Ce n'est pas de l'égoïsme au sens vulgaire du terme, c'est une forme de rétrécissement du monde intérieur qui accompagne l'expansion du monde extérieur. Votre portfolio grandit, votre présence aux autres rétrécit, et l'équation ne se rééquilibre pas seule. Prenons le cas de Sophia, 31 ans, fondatrice d'une agence de communication qui emploie aujourd'hui 18 personnes. À 25 ans, elle avait 3 amis proches avec qui elle partageait tout. À 28 ans, il n'en restait plus qu'une. À 30, celle-là aussi avait pris ses distances. Sophia l'a appris par un message court, presque poli, qui disait simplement qu'elle avait l'impression de n'être là que quand ça arrangeait Sophia. Ce message a mis 3 jours à atterrir vraiment. Puis il a fait très mal, parce qu'il était juste. Chapitre 6. Le thermostat émotionnel. La plupart des gens sont des thermomètres. Ils subissent la température de la pièce. Si l'ambiance est tendue, ils deviennent nerveux. Si le ton monte, le rythme cardiaque s'accélère. Si on les critique, ils s'effondrent ou se justifient. Être timide, c'est être à la merci des fluctuations de l'humeur d'autrui. C'est laisser les autres manipuler votre curseur émotionnel à leur guise. Pour sortir de cette précarité, vous devez devenir un thermostat. Un thermostat ne subit pas la température, il la fixe. Il décide du climat social par sa propre stabilité. Dans le monde de l'investissement, celui qui panique le premier est celui qui perd le plus d'argent. Il en va de même dans vos interactions. Celui qui perd son calme, perd son autorité. J'ai vu des négociations de plusieurs millions capoter simplement parce qu'un homme n'a pas su contenir un mouvement d'agacement ou une lueur de peur dans ses yeux au moment où une clause difficile a été posée sur la table. Votre visage doit devenir une page blanche sur laquelle les autres ne peuvent rien lire d'autre que ce que vous choisissez d'écrire. Épictète disait que l'homme n'est pas troublé par les choses, mais par l'opinion qu'il s'en fait. Votre anxiété sociale n'est rien d'autre qu'une mauvaise interprétation des signaux extérieurs. Vous voyez un froncement de sourcils et vous y lisez un rejet définitif, alors que ce n'est peut-être qu'une migraine ou une préoccupation personnelle. En devenant un thermostat émotionnel, vous cessez d'interpréter pour commencer à observer. Vous apprenez à dissocier l'événement de votre réaction. Cette discipline commence par le contrôle du souffle. C'est le seul levier biologique direct que vous avez sur votre système nerveux autonome. Quand vous sentez la pression monter, quand vous sentez que votre voix pourrait trembler, ralentissez l'expiration. C'est un signal physique de souveraineté que vous envoyez à votre cerveau. Un homme qui respire lentement est un homme qui n'est pas en danger. En maîtrisant votre physiologie interne, vous rendez les attaques extérieures inopérantes. Je me souviens d'une période où, après ma chute, je devais faire face à des créanciers agressifs.
Ils utilisaient l'intimidation, le bruit, la menace. Au début, je répondais avec la même énergie, ce qui ne faisait qu'alimenter le conflit et mon propre épuisement. Puis, j'ai compris que mon silence et mon calme glacial les désarmaient bien plus que n'importe quel argument. En ne leur offrant aucune prise émotionnelle, je les forçais à revenir sur le terrain des faits, là où je pouvais de nouveau manœuvrer. Votre timidité est une surface rugueuse sur laquelle les critiques s'accrochent. Devenez un miroir lisse. L'ego veut toujours avoir le dernier mot. Il veut prouver qu'il a raison. Il veut être validé. C'est cette faim qui vous rend vulnérable. Si vous n'avez pas besoin d'être compris, vous êtes invincible. Si vous acceptez d'être mal jugé sans ressentir le besoin de corriger la perception de l'autre, vous atteignez une forme de liberté que peu d'hommes connaissent. C'est le luxe ultime, ne plus être l'esclave de l'image que vous projetez. Cela demande une structure mentale qui place vos standards personnels bien au-dessus de l'opinion publique. 1% de détachement supplémentaire chaque jour. Posez-vous cette question lors de votre prochaine interaction stressante. Est-ce que cette tension va influencer mon cash flow dans 5 ans? Si la réponse est non, traitez-la avec l'indifférence qu'elle mérite. On ne gaspille pas de l'énergie de haute qualité sur des problèmes de basse intensité. Cette froideur apparente n'est pas un manque d'empathie, c'est une protection de votre capital attentionnel. En restant neutre, vous voyez les choses telles qu'elles sont, pas telles que vos peurs les déforment. Vous devenez capable de repérer les failles chez vos interlocuteurs, de sentir leurs propres besoins de validation, de voir leur propre timidité déguisée en arrogance. Et c'est là que le respect se transforme en ascendant. Les gens sont attirés par la stabilité comme des insectes par une lumière dans la nuit. Dans un monde de chaos émotionnel et de réactions épidermiques sur les réseaux sociaux, l'homme qui reste de marbre devient naturellement le leader de la meute. Le calme est la nouvelle monnaie forte. Une fois que vous maîtrisez ce thermostat, vous pouvez commencer à utiliser votre énergie non plus pour vous protéger, mais pour diriger. Le contrôle émotionnel est le socle sur lequel repose l'art de la persuasion subtile. Car une fois que vous n'avez plus peur du jugement, vous pouvez commencer à jouer avec les attentes des autres, à créer des ruptures de rythme, à imposer votre propre cadence. Mais avant d'apprendre à diriger les autres, vous devez finir de nettoyer les scories de votre passé psychologique, ces histoires que vous vous racontez sur ce que vous méritez ou non. Car votre thermostat est réglé trop bas par habitude de l'échec, vous saboterez vos réussites avant même qu'elles ne fructifient. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet, la déconstruction des récits de l'ego, ce narrateur interne qui sabote votre exécution pour vous maintenir dans la sécurité de l'ombre. Chapitre 7. Le narrateur saboteur. L'ego n'est pas une montagne à gravir, c'est un comptable malhonnête qui maquille vos registres pour vous faire croire que vous êtes insolvable. La timidité est le grand livre de compte de ce narrateur interne. Il y consigne vos échecs passés comme des dettes éternelles et vos ambitions comme des actifs toxiques. J'ai passé des années à écouter cette voix qui me murmurait que ma réussite sociale n'était qu'un malentendu et que ma chute était, au fond, un retour à la normale. C'est le piège de l'intelligence. Elle est capable de rationaliser la peur avec une logique imparable. Vous ne vous taisez pas parce que vous n'avez rien à dire, vous vous taisez parce que votre narrateur vous a convaincu que le risque de paraître arrogant ou incompétent dépasse le bénéfice de l'influence. C'est une analyse de risque biaisée, produite par un esprit qui préfère la sécurité du néant à l'incertitude de la croissance. Comme le disait Sénèque, nous souffrons plus souvent en imagination qu'en réalité. Votre timidité est une fiction que vous financez chaque jour avec votre temps et votre énergie. La plupart de vos réactions sociales ne sont pas des réponses au présent, mais des échos d'un passé que vous n'avez pas encore liquidé. Un professeur qui vous a humilié, un père trop exigeant, une faillite amoureuse, l'ego collectionne ces débris pour construire la clôture de votre zone de confort. Chaque fois que vous ressentez cette pointe d'anxiété avant de prendre la parole, c'est ce narrateur qui ressort un vieux dossier pour vous prouver que le danger est réel. Mais dans le monde des affaires et de la vie adulte, le danger n'est pas le jugement, c'est l'insignifiance. Le marché ne se souvient pas de vos moments de gêne, il se souvient de votre absence. Pour briser ce cycle, vous devez cesser d'être le spectateur de vos pensées et devenir l'auditeur de votre propre discours interne. Quand la voix dit « tu vas être ridicule », demandez-lui les preuves tangibles, les chiffres, le rendement. Vous verrez que derrière les adjectifs effrayants, il n'y a aucune substance. Lors de ma reconstruction, j'ai dû apprendre à licencier ce narrateur. J'ai réalisé que je n'étais pas l'histoire que je me racontais, mais l'entité qui décidait quelle action entreprendre à l'instant T. La discipline consiste à agir en dépit du narrateur. C'est ce que les stoïciens appelaient la citadelle intérieure. Si votre narrateur hurle à la panique alors que vous entrez dans une salle de conférence, laissez-le hurler. Ne cherchez pas à le faire taire, cherchez à le rendre non pertinent. Votre exécution doit être décorrélée de votre état émotionnel. C'est la différence entre un amateur qui attend d'être en confiance et un professionnel qui opère selon ses standards, peu importe son ressenti. Un trader ne demande pas à son intuition s'il doit cliquer sur le bouton d'achat quand sa stratégie lui indique de le faire, il exécute. Votre vie sociale doit suivre la même rigueur algorithmique.
Le plus grand mensonge de l'ego est de vous faire croire que tout le monde possède un secret que vous n'avez pas, une sorte de code source de l'aisance. La vérité est que les hommes les plus influents que j'ai rencontrés sont souvent ceux qui ont les narrateurs les plus bruyants, mais ils ont simplement appris à ne plus les inviter à la table des décisions. Ils ont compris que le besoin de prouver est une faiblesse qui donne le pouvoir aux autres. Si vous essayez de prouver que vous n'êtes pas timide, vous l'êtes encore plus. La véritable sortie de crise se situe dans l'indifférence totale envers votre propre image. Quand vous n'avez plus rien à défendre, vous avez tout à gagner. C'est l'état de flux total. 1% de lucidité supplémentaire chaque jour sur les histoires que vous vous racontez et vous verrez que la réalité est bien moins intimidante que la pièce de théâtre que vous jouez dans votre tête. Cette clarté mentale est le préalable indispensable à la maîtrise du risque, car une fois que vous avez identifié le saboteur interne, vous pouvez enfin commencer à alloquer votre capital social de manière stratégique. Vous ne jouez plus pour ne pas perdre, vous jouez pour gagner. Et pour gagner, il faut accepter la possibilité de l'erreur comme un coût opérationnel négligeable. Nous allons maintenant voir comment cette nouvelle liberté de pensée vous permet de naviguer dans les eaux troubles de la manipulation et de l'influence, là où les enjeux ne sont plus seulement psychologiques, mais financiers et structurels. Vous avez appris à gérer votre silence, votre corps et vos émotions, il est temps d'apprendre à gérer les autres. L'erreur fondamentale que j'ai commise pendant mes années d'ascension sociale, avant que le château de cartes ne s'effondre, a été de confondre la popularité avec l'autorité. Je pensais que le respect était une monnaie que l'on récoltait à force de sourires, de services rendus et d'une présence constante. Je voulais être cet homme que tout le monde appréciait, celui dont on disait qu'il était facile d'accès. C'était ma timidité qui parlait pour moi, déguisée en diplomatie. La vérité, que j'ai apprise dans le silence glacial des bureaux de liquidateurs judiciaires, c'est que le respect n'est pas une récompense pour votre gentillesse. C'est une réaction mécanique à la perception d'une force que l'on ne peut pas contrôler. La plupart des timides cherchent à se faire aimer, ce qui est la stratégie de survie du bas de l'échelle. Dans les hautes sphères, on ne cherche pas l'affection, on cherche l'utilité et surtout l'asymétrie. Si vous êtes prévisible dans votre besoin de plaire, vous êtes une ressource bon marché, un actif dont le prix est déjà fixé par le marché. Si vous êtes imprévisible dans votre calme, vous devenez un pivot de pouvoir. J'ai vu des carrières brillantes stagner pendant des décennies parce que des hommes intelligents restaient coincés dans la politesse excessive, cette forme de timidité polie qui crie « S'il vous plaît, ne me jugez pas trop durement ». Le monde ne respecte pas ceux qui demandent l'autorisation d'exister ou de prendre la parole. Comme le soulignait machiavéliquement Nicolas Machiavel, il est plus sûr d'être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux. Dans un contexte moderne et professionnel, cette crainte ne vient pas de la menace, mais de la capacité à dire non sans sourciller, à maintenir un standard élevé et à quitter la table sans le moindre regret si les conditions ne sont pas respectées. C'est l'ingénierie du respect, une construction délibérée de votre valeur perçue par la gestion de la rareté de votre approbation. L'asymétrie du respect se joue dans la gestion millimétrée des attentes d'autrui. Si vous donnez tout votre capital social immédiatement, si vous riez à toutes les blagues et si vous acquiescez à chaque suggestion, vous devenez un acquis. Vous n'êtes plus un acteur, vous êtes un décor. A l'inverse, si vous retenez votre validation, si vous restez cette énigme silencieuse que nous avons bâtie au fil des chapitres précédents, vous créez une tension. Et la tension, dans les relations humaines, crée de la valeur. Votre timidité passée vous poussait à répondre trop vite, à justifier vos choix trop longuement, à combler chaque seconde de vide par une explication inutile. Vous devez inverser ce flux de manière drastique. Chaque fois que vous ne réagissez pas à une pique, chaque fois que vous laissez une question en suspens pour peser votre réponse, vous accumulez du capital. Lors d'une restructuration de dette particulièrement brutale, j'ai eu affaire à un interlocuteur qui essayait de me déstabiliser en multipliant les attaques sur ma gestion passée. J'aurais pu me défendre, expliquer les circonstances, invoquer la malchance. J'ai choisi de ne rien dire. Je l'ai simplement regardé, avec une curiosité presque clinique, comme on observe un bug agaçant mais sans conséquence sur le système global. Au bout d'un moment, son agressivité s'est épuisée contre mon absence de réaction. C'est lui qui a fini par se sentir mal à l'aise. C'est lui qui a commencé à bafouiller. Le silence est un vide qui aspire l'énergie de l'autre jusqu'à ce qu'il se vide de sa propre substance. Cette ingénierie demande une discipline de fer sur ce que j'appelle vos micro-signaux. Vous ne devez plus chercher à dominer par l'écrasement ou le volume sonore, ce qui est le signe des faibles qui ont réussi, mais par le retrait stratégique. Un homme qui donne l'impression de pouvoir se passer de l'autre est toujours celui qui mène la transaction. C'est la loi de l'offre et de la demande appliquée à votre propre présence. Votre timidité était une forme de dépendance aux signaux de validation extérieure. Votre nouvelle stature est une indépendance totale. Vous devez être prêt à perdre la relation, le contrat ou l'invitation pour sauver votre standard de respect. Si on vous manque de respect, n'entrez pas en conflit. Le conflit est une dépense d'énergie émotionnelle que vous ne pouvez pas vous permettre. Marquez simplement une pause de 3 secondes réelles, longues, pesantes, regardez la personne droit dans les yeux et changez de sujet ou quittez la pièce.
Cette froideur, cette capacité à rayer quelqu'un de votre champ attentionnel instantanément, est bien plus efficace que n'importe quel éclat de voix. Elle suggère que vous avez un contrôle total sur vos ressources et que vous ne les allouerez qu'à ceux qui en sont dignes. Le respect asymétrique consiste également à savoir quand et comment briser votre propre silence. Quand vous décidez enfin de parler, après avoir laissé le champ libre aux autres, vos paroles ne doivent pas être des suggestions, mais des conclusions. Éliminez les « je pense que », les « peut-être », les « si vous êtes d'accord ». La précision chirurgicale de votre langage élimine l'anxiété, la vôtre comme celle des autres. En étant celui qui apporte la structure et la décision dans un océan d'hésitation, vous devenez le centre de gravité. Les gens timides ont une peur bleue de se tromper, alors ils nuancent tout ce qu'ils disent jusqu'à rendre leurs propos insignifiants. Les leaders acceptent le risque de l'erreur, ils l'intègrent dans leur structure de coups et ils tranchent. Le respect est un dividende qui va à celui qui prend la responsabilité de la direction, même si la route est sinueuse. Au cours de ma reconstruction, j'ai dû réapprendre à habiter cette asymétrie. J'ai dû accepter de ne plus être le bon gars pour devenir l'homme sur qui l'on peut compter, parce qu'il est solide. La solidité ne plaît pas à tout le monde, elle dérange même ceux qui préfèrent la mollesse des relations superficielles. Mais c'est le prix à payer pour sortir de l'anxiété sociale. La timidité est une forme de soumission au chaos. Le respect asymétrique est l'imposition de votre propre ordre. Vous n'avez plus besoin d'aspirer l'air de la pièce pour prouver que vous êtes vivant. Votre seule présence, calibrée, immobile et compétente, suffit à réorganiser l'espace autour de vous. C'est une transformation qui ne se fait pas par la force de la volonté brute, mais par l'accumulation de micro-décisions. Ne pas répondre à ce message insultant, ne pas rire à cette blague médiocre, ne pas s'excuser d'avoir une opinion divergente. 1% de fermeté supplémentaire chaque jour, c'est l'investissement le plus rentable que vous ferez jamais. Vous verrez alors les rapports de force changer radicalement. Les interruptions intempestives cesseront. Les gens commenceront à peser leurs mots avant de vous adresser la parole. Vous n'aurez plus besoin de faire des efforts pour être écouté. On guettera vos rares interventions avec une attention renouvelée. Vous ne jouez plus sur le terrain de la sympathie, mais sur celui de la valeur pure. Et dans ce monde, la valeur est la seule chose qui ne se dévalue pas avec le temps. Cette autorité naturelle est le dernier rempart contre le retour de vos anciennes peurs. Elle est le fruit de tout ce que nous avons exploré. La maîtrise du silence, la souveraineté de l'expertise, la gestion du territoire physique et le contrôle du thermostat émotionnel. Tout cela converge vers ce point unique. Vous êtes devenu une structure inébranlable. Nous arrivons maintenant au seuil de la conclusion de cette transmission. Vous avez les outils pour démonter la mécanique de votre anxiété et pour reconstruire un système de présence qui impose le respect sans un mot de trop. Mais la connaissance sans exécution n'est qu'un divertissement pour l'esprit. La théorie ne paye pas de dividendes. Ce qui compte maintenant, c'est la mise en œuvre de cette discipline dans les détails les plus insignifiants de votre quotidien. C'est là, dans l'ombre, loin des regards, que se forge la vélocité qui vous permettra de traverser les années à venir avec une clarté totale. Êtes-vous prêt à assumer le poids de cette nouvelle stature et à laisser derrière vous l'enfant timide pour devenir l'architecte de votre propre influence ? Chapitre 9. La vélocité du calme durable. L'erreur la plus fréquente que je vois chez ceux qui tentent de se reconstruire est de croire que la transformation est un sommet à atteindre. Une sorte de libération finale où l'anxiété disparaîtrait pour toujours. C'est une vision romantique et, par conséquent, totalement inefficace. La réalité de la maîtrise de soi, tout comme celle de l'investissement, est une question de maintenance de système. On ne guérit pas de la timidité comme on guérit d'une grippe. On l'étouffe sous le poids d'une structure de standard si élevée qu'elle n'a plus l'espace nécessaire pour respirer. J'ai connu des hommes au sommet de l'industrie qui, malgré des milliards sous gestion, ressentaient encore cette petite pointe d'appréhension avant un discours public. La différence entre eux et vous, ce n'est pas l'absence de peur, c'est l'absence d'importance qu'ils lui accordent. Ils traitent leur nervosité comme un bruit de fond sur une ligne téléphonique. Ils continuent la conversation sans même mentionner le parasite. C'est cela, la véritable clarté mentale. C'est comprendre que votre ressenti interne est une variable sans intérêt pour le résultat final. Comme le disait l'empereur Marc Aurèle, la perfection des mœurs consiste à passer chaque journée comme si c'était la dernière, sans agitation, sans torpeur, sans feinte. Durant ma reconstruction, après avoir touché le fond de la faillite personnelle et sociale, j'ai dû réapprendre à marcher non pas vers la réussite, mais vers la direction. La direction est plus importante que la vitesse, car courir vite dans le mauvais sens est le moyen le plus sûr de s'épuiser pour rien. Vous avez maintenant entre les mains les pièces d'un puzzle que peu de gens prennent le temps d'assembler. Vous avez compris que votre silence est une arme de précision, que votre corps est une déclaration de valeur, que vos émotions sont un thermostat que vous seul réglez, et que votre expertise est le socle de votre légitimité. Mais tout cela ne vaut rien si vous ne l'appliquez pas avec une vélocité constante. La vélocité, c'est la vitesse dans une direction donnée.
Chaque interaction, chaque réunion, chaque café est une opportunité d'appliquer le protocole du 1% par jour. Ne cherchez pas le grand soir, cherchez la micro-victoire. Ne cherchez pas à impressionner une assemblée, cherchez à ne pas baisser les yeux devant un interlocuteur un peu trop sûr de lui. C'est dans ces interstices du quotidien que se joue la bataille pour le respect. Le monde ne vous donnera jamais ce que vous méritez, il vous donnera ce que vous avez le courage de négocier. Et la négociation commence par l'image que vous renvoyez à votre propre miroir. Si vous vous voyez encore comme ce jeune adulte intelligent mais perdu, le marché vous traitera comme un stagiaire de la vie. Si vous commencez à vous voir comme un gestionnaire d'actifs, vos actifs étant votre temps, votre attention et votre voix, votre comportement changera radicalement. Un gestionnaire ne gaspille pas son capital, il ne l'investit que là où le rendement est certain. Cette sobriété est ce qui aspire le respect le plus profond. Les gens sentent quand un homme n'est pas à vendre, quand son approbation n'est pas un produit de consommation courante. En devenant sobre dans vos paroles et vos réactions, vous devenez précieux. Vous sortez de l'inflation sociale pour entrer dans la déflation de l'excellence. Moins d'offres, plus de demandes. Il y aura des rechutes. Il y aura des jours où le narrateur saboteur criera plus fort que d'habitude, où vous sentirez vos épaules se voûter et votre voix s'étrangler. C'est ici que la discipline prend le relais de la motivation. La motivation est une émotion volatile. Elle est le mindset magique que je vous ai interdit d'utiliser. La discipline, elle, est une structure. Quand vous ne le sentez pas, exécutez le protocole quand même. Tenez-vous droit parce que c'est la consigne, taisez-vous parce que c'est la stratégie, expertisez parce que c'est votre métier. Avec le temps, l'automatisme remplacera l'effort. Vous finirez par être cet homme calme et tranchant sans même y penser. De la même manière qu'un investisseur aguerri repère une opportunité sans avoir besoin de sortir sa calculatrice. Vous aurez intégré la grammaire du pouvoir. Le respect que vous allez inspirer à partir de maintenant n'aura rien à voir avec la domination brute. Ce sera un respect de reconnaissance. Les autres reconnaîtront en vous quelqu'un qui a fait le travail, quelqu'un qui a cessé de jouer la comédie sociale pour habiter sa propre vérité. C'est une force d'attraction irrésistible. On vous confiera des responsabilités non pas parce que vous les avez demandées, mais parce que vous semblez être le seul capable de les porter sans trembler. L'argent et les opportunités suivent la solidité comme l'eau suit la pente. En stabilisant votre monde intérieur, vous devenez un point d'ancrage pour le monde extérieur. Et dans un monde qui part à la dérive, celui qui ne bouge pas devient le guide. Ne l'oubliez jamais, la timidité était une prison dont vous étiez le gardien. Vous avez maintenant ouvert la porte. Ne restez pas sur le seuil par habitude. Marchez. Sortez dans l'arène avec cette lucidité froide qui est désormais votre signature. Regardez les gens dans les yeux, non pas pour les défier, mais pour les voir tels qu'ils sont. Des êtres souvent plus anxieux que vous, attendant que quelqu'un vienne donner le ton. Soyez celui qui donne le ton. Soyez celui qui fixe la température. Soyez celui qui, par sa simple présence, rappelle aux autres que la maîtrise de soi est la seule véritable liberté. Récapitulatif de la transmission. Le silence est un actif. Ne comblez jamais le vide par peur du malaise. Utilisez le silence pour déplacer le poids de l'interaction sur l'autre et observer ses failles. La souveraineté par l'expertise. L'anxiété sociale meurt là où l'expertise d'élite commence. Devenez nécessaire et vos défauts sociaux deviendront des traits de caractère respectés. La physiologie de l'autorité. Occupez l'espace physiquement. La lenteur du mouvement et la stabilité posturale dictent à votre cerveau et aux autres que vous êtes en position de force. Le thermostat émotionnel. Ne subissez pas l'ambiance, fixez-la. Maîtrisez votre souffle pour neutraliser vos réactions automatiques et restez le cadre de référence. La liquidation de l'ego. Identifiez le narrateur interne qui sabote votre exécution. Agissez en dépit de ces histoires de peur. Le risque social est un coût opérationnel négligeable. L'asymétrie du respect. Ne cherchez pas à être aimé, cherchez à être rare. Retenez votre approbation pour en augmenter la valeur. Le respect va à celui qui peut se passer de l'autre. La règle de l'1%. La transformation est un processus de micro-ajustement constant. La direction prime sur la vitesse. Le monde vous attend, non pas pour vous juger, mais pour être conquis par votre calme. Allez-y, sans bruit, mais avec une vélocité absolue.